seconde moitié du XIXe siècle, l'introduction du taylorisme et d'une nouvelle discipline du processus de travail s'est accompagnée d'une réforme de la famille prolétaire centrée sur la construction d'un nouveau rôle domestique pour la femme qui devait faire d'elle le garant de la production d'une main-d'œuvre plus qualifiée. Cela supposait d'inciter les femmes non seulement à procréer pour garnir les rangs de la main-d'œuvre, mais à garantir la reproduction quotidienne des travailleurs en fournissant les services physiques, affectifs et sexuels nécessaires à leur restauration de leur capacité de travail. Comme je l'ai dit, la réorganisation du travail qui s'est opérée en Angleterre entre 1850 et 1880 était dictée par la nécessité de garantir une main-d'œuvre en meilleure santé, plus disciplinée et plus productive, et surtout de briser la montée en puissance du mouvement ouvrier. Mais un autre motif était la prise de conscience que le recrutement des femmes dans les usines avait détruit leur consentement et leur aptitude au travail reproductif dans des proportions telles que si l'on n'y portait pas remède, la reproduction de la classe travailleuse anglaise serait sérieusement compromise. Il suffit de lire les rapports rédigés régulièrement par les inspecteurs d'usines nommés par le gouvernement britannique entre 1840 et 1880 sur la conduite des ouvrières pour comprendre que l'enjeu de la transformation du régime reproductif qu'ils défendaient dépassait la simple inquiétude pour la santé et l'aptitude au combat de la classe travailleuse masculine. Indisciplinée, indifférente au travail ménager, à la famille et à la morale, déterminée à prendre du bon temps dans les quelques heures où elle n'avait pas à travailler, prête à quitter le foyer pour la rue, le bar où elle buvait et fumait comme des hommes, étrangères à leurs enfants. Les ouvrières mariées ou célibataires étaient, dans l'imagination bourgeoise, une menace pour la production d'une main-d'œuvre solide et elles devaient être domestiquées. C'est dans ce contexte que la domestication de la famille prolétaire et la création de la ménagère prolétaire à temps plein sont devenues une politique publique, inaugurant également une nouvelle forme d'accumulation du capital. Comme s'ils prenaient soudain conscience de la réalité de la vie ouvrière, une kyrielle de réformateurs se sont mis à fulminer dans les années 1850 contre les journées interminables que les femmes passaient hors du foyer. Avec les lois dites de protection, ils commencèrent par interdire les postes de nuit aux femmes avant d'évincer les femmes mariées des usines, afin qu'elles puissent être instruites dans leur rôle d'ange du foyer, maîtrisant les arts de la patience et de la subordination, d'autant que le travail auquel elles étaient destinées ne serait pas payé. L'idéalisation de la vertu féminine, réservée jusqu'au tournant du siècle aux femmes des classes moyennes et supérieures, s'est alors étendue aux femmes prolétaires pour dissimuler le travail non payé attendu d'elles. Naturellement, on assiste au cours de cette période à une nouvelle campagne idéologique pour promouvoir dans la classe travailleuse les idéaux de la maternité et de l'amour, entendus comme une faculté d'abnégation totale. Fantine, la mère prostituée des misérables qui vend ses cheveux et ses 2 dents pour nourrir sa fille, était l'incarnation de cet idéal. L'amour conjugal et l'instinct maternel sont omniprésents dans le discours des réformateurs victoriens, tout comme les récriminations sur les effets pernicieux du travail à l'usine, sur la moralité et le rôle reproductif des femmes. Sur la moralité et le rôle reproductif des femmes.